Bienvenue à ces versions croisées. Vote de la loi électorale, les choses ont pris de la vitesse de croisière. Après son adoption controversée à la Chambre basse du Parlement, le 2 jours ont suffi donc aux sénateurs pour écouter le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour pouvoir déclarer cette loi recevable au niveau de la Chambre haute. Le projet de loi électorale, cette fois-ci, ça c'était donc en présence des sénateurs membres de l'opposition. Alors, pour ces versions croisées, la question principale, le consensus s'impose-t-il autour de cette loi? Nos deux invités sont déjà ici. Nous avons Guillaume Manjolo, vous êtes secrétaire général de l'ULDC, parti politique membre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Bonjour. Voilà, en face de vous, vous avez Gabin Lulendo, il est donc cadre de l'Union pour la Nation congolaise, parti politique, membre de l'opposition. Bienvenue. Merci, je suis porte-parole adjoint de l'UNC. Très bien, merci d'être avec nous pour la première fois dans ces versions croisées. Ma première question, elle est directe et je voudrais commencer avec vous, Gabin Lulendo, vous êtes de l'opposition. Les consensus s'impose-t-il autour de cette loi? Il est clair que quand vous avez affaire à une loi d'une telle ampleur politique, dans la mesure où les acteurs politiques vont entrer en course et que les règles du jeu sont toujours, comment dirais-je, importantes à préciser pour que ces acteurs s'élancent pour la conquête du pouvoir, eh bien, c'est tout à fait normal que les consensus puissent se dégager entre majorité et opposition, de telle sorte que les choses puissent avancer. Merci. Restez avec nous, c'est la même question que je vous pose, Guillaume Angelou. Non, je suis d'accord avec ce que les confrères Gabin vient de dire, parce que on doit faire la part des choses entre les choses qui durent et celles qui passent. C'est ça la différence monumentale, mais qui est sérieuse, entre d'un côté Parménide et de l'autre côté Héraclite. Héraclite dit « tout passe, tout coule, rien ne demeure ». Parménide dit « la raison demeure en permanence ». Tout peut passer, mais il reste toujours la raison. C'est-à-dire que dans une société comme la nôtre, qui a connu énormément de soubresauts, de difficultés, lorsqu'on doit constituer ou mettre en place une règle des conflits et une règle de cette nature-là, il est intéressant qu'on puisse penser dans la durée. Et les conditions dans lesquelles on doit le mettre en place appellent un minimum de consensus, d'entente entre cette communauté qu'on appelle la communauté juridique, à savoir à la fois ces chers députés nationaux et les sénateurs. Donc c'était quand même utile, mais même si la question qui est posée recommande absolument qu'on trouve une solution pour stopper cette inflation des partis politiques, stopper cette difficulté à gérer le pays pour former la majorité assez facilement, mais je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement. Mais il est nécessaire qu'on fasse ces lois. Il faut absolument cette loi. Voilà, Gabin Lulendo, le Sénat vient de déclarer ce texte tel qu'adopté au niveau de la Chambre basse, recevable. Est-ce que c'est ce que vous attendiez vraiment du Sénat? Bon, mais à ce stade, le problème ne se pose pas. La recevabilité, c'est par rapport à la forme. Si la forme, comment dirais-je, est requise, le Sénat ne peut et déclarer les textes recevables. Maintenant, le texte va être examiné au niveau de la commission. C'est là où le plus grand travail doit être fait. Et au niveau de la commission, maintenant, on va venir présenter les rapports de la commission au niveau de la plénière. Donc, pour le moment, ça c'est du classique. Lorsqu'un texte, comment dirais-je, vient de la chambre basse vers la chambre haute, que les sénateurs se prononcent sur sa recevabilité. Mais pourquoi cette mobilisation qu'on a vue de l'opposition au sein de la chambre basse, notamment les militants, les députés qui ont même marché tout autour? Qu'est-ce que cela voudrait totalement avoir comme sens? Mais vous savez que le président de l'Assemblée nationale a pris cette institution en otage, à telle enseigne qu'au sein de cette institution, il n'y a pas de débat démocratique, il passe toujours en force, et voilà, donc les députés de l'opposition n'ont pas eu les temps nécessaires pour faire entendre leur voix au niveau de l'Assemblée nationale, à telle enseigne qu'ils étaient obligés de boycotter la séance, la plénière
qui a permis que ces textes puissent être votés. Maintenant, c'est une façon à eux de s'exprimer parce que justement, ils n'ont pas eu la tâche facile de pouvoir les faire au niveau de l'Assemblée nationale, de pouvoir manifester et surtout présenter le point des discordances en ce qui concerne le contenu de ces textes, notamment la machine à voter. Oui, c'est ça pratiquement ma question avant que je n'accorde la parole à Guillaume Manjolo. Qu'est-ce que vous attendez à ces niveaux du Sénat, donc dans le cadre de l'examen de la loi? En ce qui nous concerne en particulier en tant qu'opposition, nous pensons que nous sommes pendant le jeu, on ne peut pas changer les règles du jeu. Et notre protestation se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui justement concernant les cautionnements. Nous estimons que le cautionnement est très élevé, dans la mesure où tout le monde est d'accord que la situation où les conditions des Congolais se sont détériorées, plus la situation des Congolais se détériore, plus on revoit, comment dirais-je, le cautionnement ou la caution à la hausse. Ça ne fait pas sens. On dirait on fait de notre démocratie une démocratie des riches. Dans la mesure où, d'un côté, on veut vraiment que ce soit les grands enjeux en termes des partis politiques, mais en même temps, lorsqu'il est question de payer les cautionnements, on va individuellement, au lieu de tenir compte de la liste, ce qui serait une bonne chose. Donc, nous refusons c'est pratiquement au niveau Nous refusons une démocratie des riches. Voilà. Deuxième point, c'est le point en rapport avec la machine à voter, que nous qualifions des machines à tricher pour gagner, parce qu'en réalité, si vous regardez très bien toutes les dispositions qui ont été prises, c'est qu'on veut bien évidemment favoriser les PPRD en particulier, pour ne pas parler de la mouvance présidentielle, à travers la machine à voter que nous qualifions des machines à tricher. Nous disons que si vous regardez tous les paramètres, dans un pays comme le nôtre, avec probablement 42 millions ou 45 millions de votants, eh bien, vous ne pouvez pas passer par une aventure d'une telle envergure sans passer par des essais à petite échelle. D'autant plus qu'il a été démontré que même lors de la phase expérimentale, ces machines ont bloqué. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il s'agira de 42 ou 43 millions? Alors, je reviens... Troisième point, troisième aspect de choses, c'est le seuil de représentativité. Le seuil de représentativité nationale de 1% est tout à fait inacceptable dans la mesure où il y a des gens qui ne seront pas élus, en réalité qui n'auront pas été choisis au niveau de leur circonscription, mais compte tenu du fait qu'on va éliminer beaucoup de partis politiques à travers ce qu'on appelle le seuil de représentativité nationale, on risque de se retrouver au niveau de l'Assemblée nationale avec des gens qui n'ont pas été élus à la base. Gabin, merci beaucoup. Je crois que vous avez pris suffisamment votre temps. Je reviens à vous, Guillaume Manjolo. Vous avez suivi les attentes de l'opposition par rapport au travail que devra faire le Sénat. Jusqu'où la majorité est-elle capable de céder pour parvenir pratiquement à ces consensus? Bon, la loi est en discussion par rapport au niveau du Sénat. Attendons ce qui sortira de là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présumer déjà de l'issue de ce qui sera retenu par les Sénats. Attendons qu'ils puissent en discuter, aller jusqu'au bout de la procédure. Mais en même temps, autant j'étais tout à fait d'accord avec le confrère Gabin sur la première branche de sa présentation, autant je ne suis pas d'accord avec sa deuxième branche. Très bien. En ce qui concerne le comportement des députés de l'opposition. Nous sommes dans un pays qui est habitué à l'oralité. Et la gestion d'un pays ne se limite pas à l'oralité sur la place publique, de manière tonitruante, notamment en faisant du vacarme, en faisant cette démonstration qui me paraît tout à fait pas en adéquation avec la mission attendue des députés. Et dans la gestion, dans la présentation de la loi, il y a une phase notamment, celle qui porte à déposer des amendements. Si vous voulez étouffer une loi ou la faire durer en termes de discussion, vous y déposez un paquet d'amendements. Mais la difficulté chez nous, c'est que nous sommes habitués à l'oralité. C'est-à-dire qu'on compte sur la puissance de l'oralité. Alors que la puissance au jour d'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde qui est régi par les écrits, et par écrit. La puissance est par écrit. Et par conséquent, il aurait fallu que ces chers députés puissent déposer des milliers d'amendements qui devaient soutenir qu'effectivement, au regard de telles dispositions de la Constitution, ce n'est pas conforme. Et on déploie un raisonnement par rapport à ça. Et chaque article de cette loi devait être attaqué sur base de ces considérations-là, à la fois sur le plan sociologique, en tenant compte au fait des aspirations qui ont poussé à ce qu'on puisse faire la loi fondamentale en regard des aspects sociologiques, notamment lorsque les gens sont croisés au niveau de Sun City, plus d'autres considérations qui soient de nature
tout à fait raisonnable. Mais ça n'a pas été le cas. Et autant ils ont quitté la commission sur des commissions de loi qui devaient traiter PAJ, me semble-t-il, autant ils ont quitté aussi les plénières. Les plénières. Et après ça, vous venez pour marcher. Ce n'est pas leur travail, ça, de marcher dans la rue. Leur place est Donc dans... vous êtes d'accord sur leur démarche, mais vous désapprouvez le fait qu'ils aient séché les plénières. Je ne suis pas d'accord sur la démarche. Cette option levée là. Je suis d'accord sur la contestation. Et c'est pour ça que j'appelle à ce que, si vous n'êtes pas d'accord avec les principes, nous sommes dans un pays qui appelle à l'écriture et non à l'oralité sur la place publique, à la démonstration qui peut être intéressante quand on est dans le folklore, dans les burlesques. Mais quand on est dans les choses sérieuses, pour gérer la République, c'est pas comme ça. Vous savez, en 2006-2007, je faisais ce qu'on appelle une considération inactuelle en sortant mon livre « Ma Nation », où j'expliquais que ces pays ne pouvaient pas survivre à l'idée de pouvoir se concentrer sur cette constitution qui était mal faite. Cette constitution était mauvaise dès le départ. Il fallait qu'on puisse s'attendre à ce que son application soit très conflictuelle en permanence. Et sur les partis politiques, il n'est pas normal que nous soyons un pays, puisque là, les confrères, Gabin dit la République des riches. Elle est des riches pour l'instant. Parce que ne peut faire un parti politique aller aux élections que celui qui a les moyens. Et très souvent, ce sont les moyens qui sont tirés, pour l'essentiel, des gens qui ont pillé l'État. C'est comme ça qu'ils font les partis politiques. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Alors que si on avait respecté cette même constitution, partant du principe que l'État devait financer les partis politiques, il aurait fallu, en mon sens, pour tenter d'amener une cohésion nationale, de faire deux partis politiques, deux tendances politiques, qui soient une tendance libérale, une tendance liée à la social-démocratie. Des tendances étatiques? Ou ça pourra pas partir étatique. Voilà. Non, pas étatique. La gestion de la chose publique a deux formules. La formule libérale et conservatrice et la formule socialiste ou social-démocrate. Tout simplement. Très bien. On n'a pas trois façons de faire. Voilà. Et partant de ces deux façons-là, les pays comme les nôtres, avec 420 peuples, qu'on appelle ethnie, mais bon, c'est peuple, ethnie, c'est péjoratif. Avec 420 peuples, il n'est pas normal d'avoir une vraie cohésion si on n'a pas deux partis politiques et qu'on ait aux élections à la majorité parce qu'on n'a pas les moyens. Voyez-vous, cette idée première qui participe à ce que j'ai dit, à la présentation de ma considération inactuelle, aurait été la meilleure et il aurait fallu qu'on puisse commencer à y travailler depuis 2006 Mais vous n'avez et pas 2011. répondu de manière directe à ma préoccupation. Jusqu'où vous pensez que la majorité peut faire des concessions pour que nous puissions parvenir, vous puissiez parvenir à ces consensus que vous avez tous souhaités autour de cette table? La difficulté reste encore un peu presque entière parce qu'on attend d'abord que le Sénat puisse travailler sur les textes. En tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est déjà terminé. Bon, ça reviendra sûrement. Mais il y a ce problème de seuil pour être beaucoup plus pratique. Tout à fait. Le seuil de représentativité, il y a ce problème de machine à voter. Jusqu'où êtes-vous capable de céder? Il ne s'agit pas de moi ou de la majorité, il s'agit des sénateurs qui doivent maintenant apprécier par rapport... Cette chambre est une chambre de la sagesse. Et par conséquent, elle est appelée à regarder dans sa sagesse si effectivement les choses peuvent être amendées d'une manière ou d'une autre avant qu'on puisse effectivement finaliser cette loi. Donc à votre niveau en tant qu'acteur, il n'y a aucun problème, vous allez vous soumettre... Si. Non, attendez, je suis démocrate, qui vous en souviennent. On m'a arraché mon siège alors que j'avais gagné mon siège en 2011. Je suis parti en justice. J'ai perdu parce que la personne qui devait rester en justice n'était pas habilitée à pouvoir le faire. Donc j'ai accepté. Ce n'est pas puisque la loi ne me convient pas que je dois me soustraire à la démocratie, au principe démocratique. Je me soumets tout en n'étant pas d'accord à mon fort intérieur. Bon, et cette loi-là, en ce qui se concerne cette loi-là, je clôture là-dessus. Dites-vous bien qu'il y a des partis comme l'ULDC est frappé au même titre que les partis qui n'ont pas autant de moyens, qui ne sont pas dans les institutions avec autant de moyens. Donc, nous sommes pour avoir au même titre de moyens, il faut être dans les institutions. Alors, c'est un autre débat. Globalement, c'est ça et vous le savez. Voilà, très bien. Restez avec nous, Guillaume Manjolo. Je reviens à vous, Gabin Lulindo. Manjolo venait de dire tout à l'heure qu'il s'agit de la politique de la chaise vide que vous avez engagée dans cette démarche. C'est pourquoi ça ne semble pas vous payer. Non, mais pas du tout. Il a parlé de l'oralité. Non, nous avons participé aux discussions au niveau de l'Assemblée nationale. Notre position a été identifiée et connue. Les vrais problèmes, c'est que lors, par exemple, des discussions, on pose la question, mais la machine à voter, est-ce que c'est un vote électronique ou pas? Corneille Nangaa, le président de la CENI, a cherché à convaincre en vain qu'à travers la machine à voter, il s'agissait
il s'agissait pas, comment dirais-je, d'un vote électronique. Voilà. Très bien. Alors on dit, mais parce qu'il ne s'agit pas d'un vote électronique, pourquoi alors avoir supprimé l'article 237 ter qui interdisait le vote électronique dès lors que vous affirmez qu'à travers la machine à voter, il ne s'agit pas d'un vote électronique? Il n'y avait pas de réponse. Alors on dit, si vous affirmez qu'à travers la machine à voter, il ne s'agit nullement d'un vote électronique, alors laissez l'article 237 ter qui interdisait le vote électronique. Le président de l'Assemblée nationale a passé outre cette considération. Nous sommes en politique. Lorsqu'on vous oppose un argument et que vous avancez un argument contraire, ils vous disent non, machine à voter n'est pas un vote électronique. Mais pourquoi avoir supprimé une disposition qui interdit, comment dirais-je, les votes électroniques dès lors que les votes électroniques, la machine à voter n'est pas un vote électronique? Il n'y avait pas de réponse. Deuxième aspect des choses, c'est que nos considérations, tout cela a été mis par écrit, donc le confrère Guillaume peut bien les vérifier. Nos positions sont connues, nos arguments sont connus. Nous partons de l'idée selon laquelle, parce que l'idée c'est de faire, comment dirais-je, émerger les grands ensembles, notamment les partis politiques. Alors pourquoi, lorsqu'un parti politique présente une liste, il faut maintenant qu'on comptabilise les candidats qui sont sur cette liste pour pouvoir payer, comment dirais-je, les cautionnements, alors qu'on devait payer les cautionnements en fonction, bien évidemment, de la liste et non en fonction du nombre des candidats qu'on a présentés. Ça pose un problème, comment dirais-je, en démocratie. Je refuse de croire, et je voudrais qu'on me fasse la démonstration, qu'à travers cette loi, on va réussir à réduire le nombre des partis politiques en disant maintenant nous avons plus de 700 partis politiques et à travers la loi on va les réduire. Non, on va tout simplement empêcher beaucoup de partis politiques d'avoir une représentation au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout simplement ça. Mais chaque fois qu'il y aura élection... Mais tout ça c'est dans quel but? D'après votre entendement, ceux qui les font pratiquement à 200. Quel est l'objectif qu'ils poursuivent? Non, attendez. On aurait été beaucoup plus raisonnable si, par exemple, encore que pour le moment, on est pendant le jeu, on ne peut pas comment changer les règles du jeu, et systématiquement, on est pendant le jeu. On devait tout simplement modifier la loi électorale qui prenait en compte comment dirais-je, le nombre d'habitants au lieu de prendre en compte le nombre d'enrôlés, et on allait se limiter là. Pour la simple bonne raison que le match a déjà commencé, le calendrier électoral a déjà été annoncé. Il faut bien évidemment que les uns et les autres se préparent par rapport au calendrier électoral. On ne peut pas bouleverser les règles du jeu. Maintenant, comment dirais-je, ce que nous disons, c'est aussi simple que cela et c'est aussi compréhensible. Ce que quand vous prenez les seuils de représentativité, ça veut dire quoi? J'ai entendu certains avancer des arguments en citant certains pays, Tanzanie, etc. Mais regardez, parmi tous ces pays, quel est le pays qui a la même configuration que la République démocratique du Congo? Vous avez affaire à un pays qui a plus de 400, comment dirais-je, ethnies. Donc vous allez arriver dans une circonscription électorale, les gens votent massivement pour le confrère Guillaume avec 200 000 voix. Et au niveau de la circonscription, on considère que ce monsieur va aller parler au nom des gens qui le représentent au sein, bien évidemment, du Parlement. Vous allez lui dire non, 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 c'est très bien de lui avoir accordé 200 000 voix, mais au finish, son parti n'a pas atteint les seuils de représentativité d'1%. Ce monsieur ne mérite pas d'être au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, à ce niveau, un problème sérieux se pose. Sur ce point précis-là de ce qu'il vient de dire Maître Gabin, il a tout à fait raison. Parce que vous avez dans des circonscriptions, en termes de découpage et en termes de représentation des peuples qui sont sur place, il y a des peuples majoritaires par rapport aux peuples minoritaires. Hein. Vous savez, vous avez trouvé tel peuple qui représente plus ou moins 80% de la population du territoire ou de la circonscription, tel autre représente 20%. Alors, comment on peut se faire dès lors que celui qui représente 80% a eu les 80% de voix et celui de 20% a eu 20% de voix, mais au niveau national, parce que la RDC devait une circonscription unique pour évaluer les seuils, au niveau national, celui qui avait eu 20%, parce que son parti politique a dépassé le seuil de 1%, obtient les sièges. Mais déjà, apparemment, visiblement, vous n'êtes pas aussi d'accord avec les textes de loi. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement pour vous dire qu'effectivement, la nécessité des amendements, y compris de notre côté, il ne s'agit pas seulement de l'opposition. Voilà. Il s'agit d'une approche qui soit de nature apaisante. Parce que j'en serais victime moi-même si, dans la configuration actuelle, l'ULDC, si je gagne mon élection dans mon coin et que
quelqu'un d'un parti politique comme l'UNC, parce que l'UNC a quand même des assises un peu partout. L'UNC, si on doit regarder la configuration de 2011, avait dépassé le seuil de 1%, et par conséquent, ils sont dans les bonnes dispositions pour avoir des sièges. L'ULDC ne sera pas dans les bonnes dispositions. Pourtant, ils sont de l'opposition. Le MLC sera dans les bonnes dispositions. Mais d'où vient cette loi qui vient bouleverser même certains partis politiques de la majorité? Apparemment, vous mais la loi n'est pas là pour mettre à mal les partis de l'opposition au profit des partis de la majorité. C'est ça, je vous en fais la démonstration. Très bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les partis qui sont à même d'obtenir ces seuils-là sont à la fois... Donc, il y a 5 ou 6 partis politiques au total qui peuvent atteindre ces seuils-là. Alors, on nous recommande au jour d'aujourd'hui de faire des regroupements de sorte à ce qu'on puisse y aller ensemble. On va devoir le faire, on n'a pas le choix. Mais en même temps, je pose la question qui est substantielle, qui est sociologique. Pour les coins où on a une représentation de cette nature-là, on fait comment? C'est pour ça que dans la sagesse du Sénat, je les invite à ce qu'ils puissent regarder de plus près, parce que la sociologie en dépend. Donc, finalement, on est d'accord par rapport à ça. Les revendications de certains partis tout étant d'accord sur la dernière observation, ou ce qu'a relevé le confrère Gabin, je reviens sur la notion des amendements, puisque l'oralité, je maintiens l'oralité. Confrère, je ne sais pas si... Moi, je n'ai pas vu des amendements. On a eu des discussions au niveau de la majorité présidentielle en ce qui concerne... On a eu une réunion spéciale entre les patrons des partis politiques et les élus au niveau de l'Assemblée nationale. Et en discutant, on nous dit qu'effectivement, vous avez quitté la salle, à la fois au niveau de la plénière et qu'au niveau de la commission. Et que finalement, il n'y avait presque pas d'amendement qui avait été déposé. Ce que vous développez en termes d'observation par rapport à la machine à voter aurait pu être mis sur papier en termes d'amendement. Mais vous ne dites pas clairement votre position par rapport à la machine à voter. Mais je ne peux pas dire la position parce que je n'ai même pas vu cette machine. Je ne sais pas à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle fait exactement. Mais vous acceptez quand même. Vous êtes d'accord avec cette disposition? Je n'ai pas accepté à réfuter. Voilà. Je me mets en disposition de pouvoir suivre. Non, non, je ne suis pas neutre. Voilà. Je me mets en disposition de pouvoir suivre la voie de la démocratie, tout simplement. Dès lors que la majorité des voix sera levée, comme elle a été levée au niveau de l'Assemblée nationale, disant qu'effectivement cette loi doit passer, aujourd'hui, par rapport à la forme, elle a été recevable au niveau du Sénat. Si au sortir du Sénat, elle n'a pas été amendée, qu'elle reste telle qu'elle, je me soumets à faire partie d'un groupe pour pouvoir aller aux élections. Je n'ai pas les choix. Au même titre que je viens de vous dire ici que j'ai gagné mon élection sur les bancs, mais au niveau de la Cour suprême, je ne l'ai pas gagné. Alors, je me soumets tout autant. Voilà, je vous relance avant de remettre la parole à Gabin. Au-delà de posture politique, quel est le vrai débat autour de cette question? On est pour ou contre la réforme? Je cite certains responsables politiques, le président Vital Kamerhe, le président de l'UNC, déclare dans une vidéo en train de demander au président Kabila d'être au-dessus de la mêlée. Il y a également le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Jean-Marc Kabound, qui dit que la réforme n'est pas mauvaise, mais c'est l'intention du réformateur. Quel est le vrai débat? Le vrai débat, c'est ce que j'ai dit dès le départ en disant nous avons besoin dans ce pays d'avoir 2 partis politiques au grand maximum. On n'a pas besoin d'en avoir 500, 700 ou 1000. Maintenant, c'est ce qu'on a. C'est pas le moment, voilà, malheureusement. Donc ça, c'était un palliatif qui permettra de sauver les meubles, le cas échéant, pour aller au plus vite, dans la mesure où, sur le plan financier, on a des sérieux soucis. Les pays est quasiment en cessation de paiement, et tout le monde le sait. On a des difficultés à payer les fonctionnaires, on a beaucoup de difficultés par rapport à notre trésorerie. Et là aussi, on aurait pu poser la question. Et là, c'est une attaque quasiment orientée vers les confrères Gabin. Ils ont géré les ministères du budget pendant un certain temps. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultats. Même si monsieur a été défenestré hier, mais bon, il y a quand même 8 mois sur lesquels ils peuvent nous expliquer ce qu'ils ont fait exactement, parce que les gens ne sont pas payés. C'est le budget qui est en charge de ces opérations-là. Il est UNC. Même si UNC aujourd'hui est un peu light ou qui a changé des têtes, mais ça reste UNC et c'était le mandat de l'UNC. Voyez-vous? Donc, on a un sérieux souci de la trésorerie en RDC. Et pour pouvoir atteindre cet horizon indépassable qui est décembre 2018, pour faire les élections, on a l'obligation de pouvoir élaguer un certain nombre de dépenses, arrondir des angles par rapport à ça. Cette loi est nécessaire. Fallait-il une loi par rapport à ça? Oui, il fallait une loi. Fallait-il un seuil ou non? Oui, il fallait un seuil. Fallait-il éventuellement une caution par rapport au siège? Je ne sais pas s'il fallait dans ces termes-là. Mais toutes ces choses-là étaient nécessaires. Voilà. Mais est-ce que c'était vraiment le moment d'aller dans la grande réforme de cette nature-là? Je n'en sais rien. J'aurais voulu que ça soit fait au début de la législature. Gabin Lendo, quel est le vrai débat autour de cette question? Voilà. Pour ou contre les réformes? Mais nous sommes contre les réformes pour des raisons
que j'ai avancées. Pas toutes les réformes. En tout cas, les trois points qui ont été mentionnés, les cautionnements, la machine à voter et le seuil de représentativité nationale des 1%. Les raisons ont été suffisamment avancées. D'ailleurs, monsieur le secrétaire général de la mouvance présidentielle lui-même l'a reconnu lors de la messe noire en disant « nous avons choisi le mauvais moment » parce que justement, pendant ce moment, on ne peut pas entamer les réformes de cette ampleur-là. Deuxième, comment dirais-je, aspect de choses, c'est que lorsque vous regardez très très bien, vous êtes le président de l'Assemblée nationale, réunit tous les présidents de groupes parlementaires et il y a des discussions afin de pouvoir trouver les consensus. Mais lorsque les questions fondamentales sont posées, il n'y a pas de réponse. Je vous ai dit par exemple que lors de ces discussions-là, il était question de savoir ce qu'on entendait par le vote électronique. On nous a fait savoir que le vote électronique ne pouvait pas être entendu dans l'essence de la machine à voter. On a dit très bien. Alors si la machine à voter est différente du vote électronique, pourquoi alors avoir élagué dans les textes la disposition qui interdisait les votes électroniques? Il n'y a pas eu de réponse là-dessus. Il est passé en force. Donc, vous voyez que nous n'avons pas eu de débat démocratique. C'est quelqu'un qui avait déjà concocté les plans lors de la messe noire à travers les enregistrements sonores que nous avons eus, qui a voulu passer, comment dirais-je, en force. Je voudrais en même temps dire au confrère Guillaume, lorsqu'il dit, bon, etc., les budgets, oui, moi, tous, etc. Le ministère du budget, c'est un ministère des dépenses. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais pour dépenser, il faut avoir. Oui. Et pour avoir, il faut mobiliser. Oui. Or, les services mobilisateurs des recettes, vous les avez pris en otage. Vous savez qu'à la veille de la nomination du Premier ministre Sami Badibanga, le président de la République, dans son clientélisme avec Augustin Matata Pogno, il a nommé les gens au niveau des régies financières. Donc c'est à vous, en tant que majorité, c'est vous qui devez nous dire pourquoi les services mobilisateurs qui sont entre vos mains n'ont pas suffisamment mobilisé pour qu'il y ait suffisamment d'argent pour pouvoir payer. Là, vous pouvez répondre de manière... je peux répondre sur ce point-là précis. Je pense qu'il a parlé plus que moi. Sur ce point précis. Je dois avoir un peu plus de temps par rapport... Oui, sur ce point-là précis. Juste permettez que je réponde sur ce point-là précis. Je reviendrai à vous. J'ai la bénédiction. Très bien, je reviendrai à vous. En toute confraternité, permettez que je réponde sur ce point-là précis. Vous savez, vous êtes des gens très outillés, très alertes. Lorsque vous luttez pour avoir un ministère, et vous avez lutté pour l'avoir celui-là, vous savez très bien qu'en prenant ces ministères-là, il y avait cet écueil dont vous relevez. Il aurait fallu ne pas le prendre. Vous l'avez pris. Et quand on a quelques informations, et d'ailleurs, il me semble qu'à votre niveau, personnellement, vous n'étiez pas d'accord. Personnellement, puisque j'ai eu à discuter avec vous à un moment donné, vous n'étiez même pas très d'accord de rentrer au gouvernement. Votre position personnelle. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole, donc vous engagez le parti. Mais quand vous acceptez de pouvoir endosser la gestion du ministère du budget, vous devez tirer les conséquences. Alors, soit vous estimez qu'effectivement, on vient de nommer des gens qui ne sont pas de mon obédience dans la régie, et par conséquent, je ne vais pas garder le ministère, je démissionne. Soit vous y restez parce que vous avez des solutions par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, la politique requiert quand même un minimum de... On fait déjà par rapport à ça. Voilà, simplement, vous prenez la parole par rapport à ça. Oui. Vous savez, le vrai problème, c'est que pour avoir accepté le ministère, tous les péchés d'Israël sont sur ces ministères-là. Mais les gens, notamment la mouvance présidentielle qui en a autant, et avec toutes les régies financières pour mobiliser l'argent, cette mouvance présidentielle n'a aucune responsabilité. Je laisse les téléspectateurs, comment dirais-je, nous juger, et surtout juger les propos, comment dirais-je, de mon estimé confrère Guillaume. Ce que moi je voudrais bien dire à propos de cette messe noire, il est faux de faire croire, comment dirais-je, aux gens que par cette réforme, on va réussir à réduire le nombre des partis politiques. Ce n'est pas vrai. Je veux qu'on me fasse une démonstration. Donc, vous aviez déjà dit cela? Attendez. Oui. C'est faux et archi-faux. On va tout simplement empêcher les 700 partis politiques d'avoir une représentation au niveau de l'Assemblée, comment dirais-je, nationale, mais on ne va pas assister à la mort comment dirais-je, de ces partis politiques. Bien au contraire, si préalablement on avait mis un certain nombre de conditions en termes de parrainage, en termes de signatures, aussi bien pour les indépendants que pour les partis politiques, eh bien, on pourrait régler ce problème de telle sorte que ne pourra être
agréé que le parti politique qui aura peut-être acquis autant de signatures ou indépendant. Merci beaucoup, Mais de cette façon, on ne règle pas le problème. Il s'agit tout simplement d'une messe noire. Merci. Parce que quand vous avez un fusil, tout dépend. Est-ce que c'est fusil entre les mains de quelqu'un qui a le bon sens, ou bien c'est fusil entre les mains d'un criminel ou un tricheur? On a trop à dire, mais on n'a pas suffisamment de temps. On est presque arrivé à la fin de l'émission. Je vais vous poser une question pour terminer, parce qu'au niveau de cette loi, le problème, c'était aussi la copie du texte de loi où les membres du gouvernement ont déclaré que, notamment de l'opposition, que la copie qui a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale serait différente de celle délibérée en Conseil des ministres. Qui est les tricheurs? Je commence avec vous et en même temps votre conclusion. Je pense que ce genre de choses, ça doit se traiter au niveau du Conseil des ministres et non dans la rue. Alors, dès qu'on n'est pas d'accord avec ça, soit on reste, soit on démissionne. Et si on ne démissionne pas, c'est que bon, c'était conforme à ce que vous avez discuté. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Mais simplement, pour clôturer, parce que bon, c'est même pas, c'est parcellaire, c'est périphérique, c'est même pas important. La décision se passe aujourd'hui au niveau du Sénat, après qu'elle ait eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Malgré qu'il y a eu tricherie sur les textes. Non, ça sont des considérations caricaturales qui n'ont rien à voir. Parce que si je suis ministre au niveau du gouvernement, j'estime que j'ai été floué et que je ne suis pas d'accord avec ça, je démissionne. Merci beaucoup. Voilà, tout simplement. Merci. Alors si on ne démissionne pas, c'est qu'il y a un problème. Merci. Je clôture sur, parce que bon, j'ai eu très peu de temps face aux confrères, simplement pour dire, nous avons, et prochainement, je pense que si nous avons l'opportunité d'être à l'Assemblée nationale, de proposer une vraie loi de 2 partis politiques financés par la République, financés par les trésors publics, de sorte à ce que tous ces aventuriers milliardaires ne puissent plus faire des partis politiques, que chaque enfant congolais, est là, ça sert à la justice, que chaque enfant congolais soit en mesure de se propulser au sommet de la République des partis politiques, parce que ça dépendra de son talent et non de son argent. Merci Guillaume Manjolo d'être venu autour de cette table. Je vous passe la parole rapidement. Gabin Lendo, la copie déposée au bureau de l'Assemblée nationale, différente de celle délibérée en Conseil des ministres. Qui est les tricheurs? Mais les tricheurs est bien connu. En termes de tricherie, la mouvance présidentielle se démarque un peu plus davantage. Et nous avons des éléments, suffisamment d'éléments pour étayer nos propos. Quand vous donnez une arme à un tricheur, vous savez, ou à un criminel, vous savez ce qu'il va faire? Il va utiliser cette arme pour voler, il va utiliser cette arme pour tuer. Mais quand vous donnez une arme à un citoyen qui a le bon sens, il va utiliser cette arme pour se défendre. Merci. Donc si vous prenez la machine à voter, la machine en soi ne pose pas de problème. Oui. Mais quand vous laissez une machine entre les mains d'un tricheur, les tricheurs vont chercher comment tricher avec la machine. Alors votre conclusion, merci. Donc, il est clair que beaucoup des ministres qui sont dans le gouvernement nous ont fait savoir, je ne peux pas citer leur nom ici, nous ont fait savoir que le texte qui est passé n'est pas celui qui a été voté au niveau du Conseil des ministres. Et ils n'ont pas démissionné. Je suis tout à fait d'accord avec mon confrère Guillaume en disant, lorsque vous savez qu'il s'agit d'un faux, les documents qui est passé, ce n'est pas les documents, en principe, on doit prendre ses responsabilités. Bref, c'est du chantage politique. Non, il ne s'agit pas du chantage. C'est des gens tout simplement qui n'ont pas le courage politique parce que justement, ils ont tellement les beefsteaks dans leur bouche qu'ils n'osent pas regarder la vérité en face et prendre leurs responsabilités. En tout cas, merci à vous deux d'être venus à cette émission version croisée. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve à très vite avec le même plaisir.